Il y a une quinzaine d'années, j'ai proposé la théorie de l'univers autocréé. Pour comprendre les bases de cette théorie, je vais parler premièrement des travaux de celui qui me l'a inspiré, Henri Laborie. Une des évidences pour Henri Laborie à travers ses travaux est que la finalité, l'objectif de la vie, c'est la vie. Vous, moi, nous sommes présents, nous sommes vivants. Pourquoi? Parce que toutes les cellules de notre corps ont un seul objectif, c'est de nous maintenir en vie. Et s'il n'y avait pas cet objectif premier, ni vous ni moi, on serait là. Donc l'idée que j'ai eue, c'est d'appliquer cette finalité à l'univers elle-même. Donc j'ai proposé de ramener cette idée d'Henri Laborie, la finalité du vivant, à l'univers elle-même, et que le Big Bang, ce serait le premier acte d'affirmation de l'être. Donc nous avons deux éléments. Nous avons le non-être, l'univers avant le Big Bang, et nous avons l'être, l'univers après le Big Bang. Henri Laborie disait que comprendre le monde, c'est de regarder le monde à travers une théorie. C'est la théorie qui nous permet de comprendre le monde. Mais la théorie, c'est une théorie, ce n'est pas le monde. C'est le regard qu'on a sur le monde. Actuellement, on regarde le monde, les scientifiques regardent le monde à travers d'une théorie qui est celle de la mécanique quantique et d'une autre, celle de la relativité d'Einstein. Et quand on rassemble ces deux théories, on arrive à l'image d'un début de l'univers qui commence avec un Big Bang. C'est un peu de passer le film de tout ce qu'on sait de l'univers à l'envers. Et si on le passe à l'envers, on se rend compte que toute la matière de l'univers se réunit à un point. Ce que la personne qui a eu l'idée de cette image, c'est le père Lemaître, un prêtre qui, à travers des équations d'Einstein, a cru voir la possibilité de comprendre le début de l'univers. Et lui, il a parlé de l'atome primitif. Donc l'atome primitif serait comme un œuf où à l'intérieur est concentré tous les atomes, toute la matière après de l'explosion qui va représenter l'univers dans sa totalité. Donc ce qui est apparu premièrement, c'est que cet œuf primitif avait une chaleur incommensurable à partir du moment de cette concentration. Avec l'arrivée de la mécanique quantique, on ne parle plus d'œuf primitif, on parle de singularité. Et au-delà de cette singularité, on emploie l'expression du mur de Planck. Donc au-delà de ce mur, il n'est plus question de décrire le comportement de la matière. Donc il n'est plus question de concevoir l'univers. Donc après ce mur de Planck, on arrive au néant. Donc il n'y a rien de palpable pour expliquer ce qui se passe avant. Donc, pour revenir à ce que la science actuelle nous dit sur le début de l'univers, on a recours à deux théories. D'un côté, la théorie de la relativité d'Einstein et d'un autre côté, la théorie de la mécanique quantique. Donc, ce qu'on fait à travers de ces deux théories, c'est d'analyser, d'expliquer le comportement de la matière. Donc, quand on parle de Big Bang, quand on parle de début de l'univers, on est simplement en train de parler de la conception d'un univers de matière. Si, un univers de matière. Je veux parler de la matière seulement. Mais le problème, c'est que s'il y avait un univers qui était seulement fait de matière, où il n'y avait pas de programme, où il n'y avait pas d'intelligence, on aurait abouti à rien. On aurait abouti à un univers fait totalement inerte. Ces deux théories, ce qu'ils font, pour simplifier, c'est nous décrire le comportement de la matière.
Donc le comportement de cette matière, il a une limite, c'est le mur de Planck. Mais la question qu'on peut se poser, si la matière, telle qu'on le connaît, telle qu'on l'imagine, telle qu'on suit sa trajectoire, est seulement ce qu'il y a pour donner naissance à l'univers, il y a un problème fondamental. C'est d'où vient le vivant? D'où venons-nous? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là et pourquoi nous sommes intelligents et pourquoi nous sommes capables d'être conscients? Donc, ce qu'il faut comprendre actuellement, la vision des scientifiques actuellement, c'est de mettre nous, les êtres humains, détachés de l'univers. Notre conscience, on est en dehors de l'univers, bien qu'on y participe, mais on est en dehors. Notre intelligence, on est en dehors. On est simplement des spectateurs. Et on voit l'univers comme une explosion de matière inerte. Mais pourtant, si on regarde les faits que derrière cette matière, il y a une intelligence. Alors, quand on parle d'intelligence, automatiquement, il y a la notion de Dieu qui intervient, et là, le débat commence à s'envenimer. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer, non une notion de Dieu, sinon une notion de finalité, comme nous le propose la biologie, l'axe de la biologie. Donc, on va dire, en utilisant le langage de la biologie, que le Big Bang est l'expression de l'être. Et que ce Big Bang, dès le premier moment, tous ces paramètres sont ajustés pour que des millions d'années après arrivent des êtres animés, arrive l'être humain. Et que l'être humain sera capable de comprendre, d'assimiler que l'univers existe. Donc, on arrive, le prodige suivant, c'est de voir que depuis le Big Bang, il y a une intelligence, il y a une information qui permet à l'univers d'être conscient de lui-même. Parce qu'il y a une chose qui est évidente, comme le dit René Barjavel, qui est un des écrivains qui m'a mentalement structuré, que si Dieu avait voulu être adoré, il n'aurait créé que des chiens, parce que les chiens sont plus aptes à adorer leur maître que les hommes. Mais visiblement, la finalité de Dieu, entre guillemets, ce n'était pas l'adoration. Donc revenons à cette notion de conscience. Donc imaginons un univers qui naît, un univers de matière. Et cet univers de matière, elle aboutit à tout ce qu'on a maintenant, mais on efface une chose, c'est la conscience humaine, le vivant. La question, est-ce que cet univers va exister? La réponse que je propose, c'est que non. Que l'univers existe, la réalité existe à travers la dialectique, à travers de la dialectique de cet univers, de cette extérieure matière, et à travers de cette conscience qui la regarde. Et c'est cette dialectique qui crée notre réalité. Si on n'a pas de conscience humaine pour voir l'univers, il n'y a plus d'univers, l'univers n'existe pas. Je vous donne une autre image. Vous prenez un disque gravé, des anciens disques noirs, et vous voulez écouter de la musique. Pour pouvoir écouter de la musique, il ne suffit pas de prendre le disque et le mettre sur la table. Non, il faut mettre une aiguille dessus. Et l'aiguille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire la musique qui est là, et vous allez pouvoir écouter la symphonie de Beethoven, ou quelque chose de plus moderne si vous voulez. Donc, ce que je propose, c'est le suivant. C'est qu'effectivement, il y a un univers qui est là, comme un disque, mais pour que l'univers joue sa musique, il a besoin de la conscience humaine. Et c'est à travers de cette conscience humaine que va jouer la musique de l'univers. Donc vous voyez, c'est une notion d'un univers qui dialogue et non des éléments statiques. Donc, avant de poursuivre plus loin ma démonstration d'un univers autocréé,
il y a une notion qui est très importante, qui est toujours là, qui est présente et qui serait intéressant pour moi de redéfinir. C'est la notion du temps. Dans un des premiers vidéos que j'ai fait, j'ai affirmé que le temps n'existait pas. Quand je parle que le temps n'existe pas, il faut savoir de quoi on parle. Parce que le temps, il y en a plusieurs. Je veux dire qu'on peut parler du temps géologique, on peut parler du temps historique. Mais ce que je veux parler, c'est de deux temps, deux notions. C'est premièrement la notion du temps subjectif, la notion du temps qui est liée à notre humanité. Parce que si nous avons une conscience du temps, cette conscience se fait à travers de notre conscience. C'est simplement la vision qu'on a du monde, c'est la façon que nous, on intervient, les paramètres qu'on utilise pour intervenir, pour agir sur le monde, qui créent cette notion de temps. Si on prend le temps physique, le temps de la mécanique quantique, là, arrivent les problèmes. Parce qu'une des premières choses que moi, j'ai pris conscience, c'est que le temps n'existe simplement au présent. Le passé, le futur, de mon point de vue, n'existe pas, n'a pas de réalité réelle. Ce sont des illusions. Je m'explique. Le temps présent, premièrement, est une dynamique. Le temps n'existe qu'à travers une dynamique. Il n'y a rien de figé dans l'univers. On ne peut pas arrêter le temps comme ça. Tout le temps, il y a des mouvements. Tout le temps, il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous, quand on parle de temps, justement, si moi je vais dans un album photo et je regarde le petit garçon de 5 ans que j'étais, et je regarde le monsieur de 60 ans que je suis, ben, il y a une différence. Effectivement, il y a une différence. Je vois que le physique a changé et je me rappelle pratiquement de tout ce que j'ai vécu. Donc, je veux dire, par rapport à ça, je peux dire que je me rappelle du passé. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je me rappelle du passé? Ça veut dire une chose qui est claire, c'est que moi, comme être humain, pour pouvoir maintenir ma structure, comme nous l'apprend la biologie, il a fallu que je m'adapte, d'une façon permanente. Mais moi, comme personne, Jean-Claude Frappant, j'ai toujours vécu au présent et je continue à vivre au présent. Je suis en train de graver cette entrevue et je suis au présent. Vous qui allez le regarder, vous allez le voir d'ici une semaine, d'ici un mois ou d'ici 10 ans et cet événement sera passé. Mais il n'empêche qu'actuellement, je suis dans le présent. Et si vous le regardez d'ici 10 ans, vous serez dans le présent aussi. Vous ne serez pas dans le futur, vous serez dans le présent. Donc, une des notions qui est importante à signaler par rapport au temps, c'est que le temps que nous qualifions d'objectif, le temps physique, n'a qu'une dimension, le présent. Et élément très important, ce présent est un événement dynamique. Le temps ne s'arrête jamais. Donc, une des personnes qui a donné les bases, qui a reformulé le temps, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein, il a parlé de la relativité. Il nous a montré que la perception du temps était liée à la vitesse. Et un des exemples qu'il a pris et qui a nourri la science-fiction, c'est de prendre l'histoire de deux jumeaux. Donc vous avez deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre et l'autre frère prend une fusée et il va dans une galaxie lointaine avec une fusée qui va à la vitesse de la lumière. Et il revient. Quand il revient, ben, lui il est toujours jeune parce qu'il a voyagé à la vitesse de la lumière, donc son voyage a duré quelques dizaines d'années. Mais son frère qui était sur Terre, ben, son frère il a considérablement vieilli. Donc cette histoire nous a permis à certains de dire qu'effectivement c'était la preuve qu'on pouvait voyager dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il y en avait un qui avait voyagé dans le futur et l'autre qui était resté là dans le passé. Mais moi ce que je signale, c'est que ces deux personnages, ces deux frères, ont toujours été dans le présent. Mais simplement les normes, la dynamique de leur présent ont changé.
Et les effets de cette dynamique ont changé, sont différents. Mais les deux, ils ont toujours été dans le présent. Donc, mon affirmation est que le temps n'a qu'une seule dimension, le présent. Et je propose, quand on parle au niveau physique, de ne pas parler de concept de temps. Le temps n'existe, de mon point de vue, qu'à partir du niveau biologique. Le temps n'existe que par rapport à notre perception, à notre nécessité pour nous d'exister, pour nous d'agir sur notre environnement. Hein? Et c'est à travers de cette action, de cette communication sociale qu'on a besoin, qu'on a établi une norme, une façon de régler, une façon de transmettre la notion de durée. Ok? Donc le temps, le passé, le présent et le futur n'existent que simplement au niveau biologique. C'est le temps qui émane de notre système nerveux. Et celui-là, il n'y a pas de doute, il est bien là, il est bien objectif. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il veut dire une chose qui est claire. C'est que nous, à travers de notre système nerveux, on a un appareillage qui nous permet de retourner en arrière. Mais ce qu'on doit constater, c'est qu'il retourne en arrière à travers d'une chose qui est là, d'une réalité qui est là. C'est nous qui sommes au présent. À travers de ce présent, il y a la possibilité, dans notre monde mental, de retourner en arrière. Mais ce qui retourne en arrière, c'est le flux mental. Parce que nous, on continue à rester là au présent. Et si moi, je suis en train d'imaginer dans le futur, je reste toujours là. C'est le flux mental qui va qui va avoir une construction de futur. Donc on revient à une réalité qui est là. C'est qu'il y a un premier temps ou instant présent qui est là. Et sur cet instant présent, il y a la possibilité d'établir une autre conception du temps, qui est ce temps biologique, qui est ce temps subjectif. Hein. Et là, on peut parler des trois segments qu'on connaît, le passé, le présent et le futur. Mais par rapport à ça, on va voir que les conceptions de ces trois segments sont intéressantes au vu de la biologie. Par exemple, la biologie parle de déterminisme ouvert et de déterminisme fermé. Donc, quand on regarde le passé, on va voir que le passé, que tout événement du passé est dans un déterminisme fermé, qu'on ne peut changer aucun événement passé. Par contre, les événements du futur sont déterminés aussi, mais ils sont d'un déterminisme ouvert. Et ce qu'on va voir, c'est que le présent est un déterminisme ouvert et un déterminisme fermé. Okay? Maintenant que nous avons défini cette notion du temps, donc d'un temps objectif et d'un temps subjectif, hein, maintenant on va utiliser l'image du temps pour comprendre, pour formuler notre théorie d'un univers autocréé. Donc pour parler d'un univers autocréé, on doit trouver le mécanisme qui nous permet d'affirmer que le Big Bang a été créé par l'univers lui-même. Parce que c'est de là qu'il s'agit, d'un univers autocréé. Donc, quel est le biais de cette affirmation? Ce que je vous propose, c'est d'imaginer, je veux dire que moi, je peux regarder dans un terrain vague, qui est en face de chez moi, et puis je peux vous affirmer que actuellement, je vois une maison là-bas. Si, je peux affirmer qu'il y a une maison. Ou plus précisément, il y aura une maison de 2 ans. Et effectivement, le temps passe et dans les 2 ans, il y a une maison. Alors vous allez me dire, comment vous avez fait? Rien de plus simple. C'est que je connais l'architecte qui a travaillé sur les plans, je veux dire, de cette maison. Donc, on va se rendre compte, c'est qu'avant que cette maison se transforme en réalité matérielle, il a été une réalité sur le papier, il a été une réalité dans la tête d'une personne. Et là, cette maison, elle est invisible à nos yeux, mais elle existe.
Et justement, pour pouvoir exister, il y a plein de connexions qui vont se faire, plein de transactions qui vont se faire, des ouvriers qui vont aller, ça va générer du travail, et ça va faire que dans les 2 ans qui viennent, il y aura une maison. Donc, si notre cerveau, il fonctionne comme ça, moi, j'ai imaginé que l'univers pourrait fonctionner de la même façon. Que nous, on avait un cerveau, mais que l'univers avait un mécanisme similaire, qu'avant d'exister la réalité, que l'univers avait imaginé cette réalité. Le problème, c'est que notre cerveau, on l'a, on sait comment ça fonctionne. Bon, imaginer comment pourrait fonctionner l'imaginaire de l'univers, ça c'est autre chose. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre des termes de la mécanique quantique. Que nous dit la mécanique quantique sur cela? Quand on parle en mécanique quantique de néant, de vide, ben, le vide n'existe pas, le néant de l'énergie, même quand on croit qu'il n'y en a pas. Et la preuve, c'est que expérimentalement, les physiciens ont pu démontrer que d'une façon permanente naissent des particules virtuelles. Des millièmes de seconde naissent des particules, mais qui n'ont pas assez d'énergie et qui retombent dans le néant. L'autre manière d'appréhender et d'appeler ce phénomène au niveau de la mécanique quantique, c'est parler d'état de superposition. D'état de superposition, c'est d'affirmer que quand on ne regarde pas l'univers, que toutes les réalités sont possibles. Je dis bien, toutes les réalités sont possibles. Donc ce que je vous demande d'imaginer, c'est que dans notre espace de néant, nous avons toutes les réalités possibles. Toutes les réalités possibles pour une seule finalité, la finalité d'être. Donc dans toutes ces réalités possibles, il y a une qui va exister, c'est la nôtre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si notre univers est celui qu'il est, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité d'être que celle-ci. Donc, nous, ce qu'on doit comprendre, c'est quel est le mécanisme de cette réalité. Mais la réalité, elle est là. L'univers, il est là. L'être humain, il est là. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est les connexions qu'il y a. Mais ce n'est pas la peine de se mettre à la place de Dieu et de dire que, bon, l'univers, j'ai l'impression qu'il est comme ça, mais moi j'affirme qu'il est comme ça. Non, l'univers est ce qu'il est. Et il y a notre interprétation sur les lois ou l'absence de lois qui dirigent cet univers. Mais si cet univers arrive à créer l'être humain, on peut bien lui concéder qu'il a un petit peu d'intelligence. Ok, bon. Notre théorie de l'univers autocréé, le Big Bang serait l'expression de l'être sur le non-être. Mais notre pensée scientifique nous affirme que s'il y a le non-être ne peut pas donner naissance à l'être. En tout cas, il faudrait quelque chose de plus. Donc, ce que je vous propose, c'est d'oublier la conception telle que nous, on l'a maintenant du non-être, comme je vous proposais, de varier la conception qu'on avait du temps, et de non parler de non-être, sinon de parler de conscience. Si on prend la notion de conscience, par exemple, donc on peut penser qu'avant le Big Bang, on avait une conscience qui était là, inerte, et après le Big Bang, on avait une conscience qui est active. Donc l'expression de cette activité serait le Big Bang lui-même, serait cette impulsion de matière. Et cette impulsion de matière serait celle qui nous donne notre réalité, qui nous donne la réalité de ce monde, de cet univers qu'on est en train d'observer et qu'on est en train de calibrer, qu'on est en train d'analyser. Donc, quand je parle d'univers autocréé, ce que je suggérais, c'est une image, c'est qu'il faudrait peut-être chercher les causes du Big Bang, non dans le passé, sinon dans le futur. Ce que je veux dire par là, si la conscience a besoin d'un Big Bang pour affirmer l'être, il doit l'imaginer.
Et de l'imaginer, il doit imaginer un univers où, au sein de cet univers, à un moment, il y aura un organisme, où il y aura quelque chose qui sera capable, tout en étant inclus dans cet univers, de voir cet univers de l'extérieur et de comprendre cet univers pour pouvoir agir sur lui. Ben, tout cela paraît fantastique, mais pourtant c'est une réalité, c'est nous. L'être humain a la capacité de comprendre et de se distancier de l'univers et d'agir sur l'univers. Donc, ce qu'on va voir, c'est cette conscience, à partir du moment qu'il a explosé à travers ce Big Bang, lui, il ne peut plus intervenir dans l'univers. Il délègue à sa création d'agir sur lui. Et quelques millénaires après arrive une toute petite chose comme ça, qui est l'être humain. Et l'être humain, il a cette capacité. Il a la capacité de, grâce à son cerveau, de voyager dans le temps. Il est capable d'imaginer le futur de l'univers. Et comme il est capable de voyager dans le futur de l'univers, il peut voir que cet univers de matière a une fin. Et si l'univers avait comme objectif d'être, ben, il est bien évident que cette conscience va se rendre compte que le final de l'univers ne correspond pas à sa finalité première qui est d'être. Donc je suppose que l'homme, la descendance de l'homme, pour pouvoir continuer d'exister comme organisme, ben, il va falloir qu'il cherche le moyen de se perpétuer, de perpétuer l'univers. Et donc on se retrouve avec ce que moi je propose, qui est de voir l'être humain comme un élément fondamental de l'univers. Non qu'il est extérieur à l'univers, non, il a été créé dans l'univers pour pouvoir agir, parce que l'univers a ses limites. Le problème auquel s'affronte l'univers, ou la conscience universelle, est celle-ci. Il y a le non-être et il y a l'être. Et l'être, c'est la finalité, et l'être est elle-même sa propre finalité. Mais être s'inscrit dans un présent dynamique, s'inscrit dans un univers dynamique, est une dialectique. Et cette dialectique a un début, et cette dialectique a une fin. Donc l'être humain, il a la possibilité d'assimiler l'information dans l'ici maintenant et de projeter cette information dans le futur. Et justement, nos scientifiques, quand ils font ce travail, ils nous disent qu'il y a plusieurs scénarios possibles, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que cet univers a une fin. Alors, comme cette fin est dans beaucoup de temps, nous les êtres humains, actuellement, on n'est pas très concernés par cela. Hein? On préfère se casser la gueule, on préfère faire des guerres. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus proche, c'est que la Terre sur laquelle on est, je veux dire, a une fin aussi. Je veux dire que la Terre elle-même, à travers de l'évolution du Soleil, que le Soleil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va grossir, il va grossir, il va grossir, et dans ce processus, ben, tout ce qui a la vie sur la Terre va disparaître. Donc si les hommes, s'ils existent encore, leur descendance veulent rester en vie, ce qu'ils vont faire, c'est de créer des fusées et aller chercher une autre planète pour pouvoir vivre. Donc c'est de cela que je parle. Je parle, si la finalité de la vie, c'est la vie, le fait que l'univers a créé une conscience qui est capable de comprendre qu'il est en vie et qui veut maintenir sa vie, donc lui, il a une dialectique permanente avec son environnement. Bien qu'actuellement, avec la pollution, on a l'impression que ce niveau de dialectique, il est zéro, parce qu'on est en train de se saboter, mais on ne se rend pas compte. Continuons. Je résume les éléments. La finalité qui émerge de notre théorie d'un univers autocréé, c'est que l'univers, c'est la manifestation de l'être. Et que l'être, comme Laborie nous le démontre au niveau de la vie biologique, mais au niveau macroscopique garde la même finalité. La finalité de l'être, c'est l'être. Donc la finalité du vivant, c'est du vivant.
Donc la finalité de l'univers, c'est de continuer à être. Et la seule chose qui actuellement peut agir sur le destin de l'univers, qui est extérieure au niveau de sa conscience à cet univers, bien qu'il est inclus dans cet univers, c'est l'être humain. Donc je vous propose d'imaginer que le rôle que l'homme a dans cet univers, c'est maintenir la notion d'être. L'homme, les hommes, de mon point de vue, sont les neurones de notre univers. À travers de l'homme, l'univers est en train de se regarder lui-même, et en se regardant lui-même, il est en train de se donner un futur. Donc, notre idée, notre projet, c'est que l'homme représente le futur de l'univers.